Bonjour et bienvenue au bulletin financier de la chaîne 13 Pichado. Je me base pour cela sur les comptes qui sont publiés par la DNCG tous les ans. Les chiffres sont en milliers d'euros, sauf mention contraire. On constate pour l'année 2022 une grosse augmentation de 92 millions d'euros du total des produits hors mutation, qui est fort mystérieuse et à laquelle on va s'intéresser dans les prochaines diapositives. On va pas s'appuyer sur les droits audiovisuels pour expliquer cela, puisque forcément la saison 2021-2022, elle a été impactée par une participation à la Coupe d'Europe et à une demi-finale de Conference League, donc des revenus nettement inférieurs au record de 91 millions d'euros qui avait été établi la saison précédente avec la participation à la Champions League. Et par conséquent, c'est pas la perte de 34 millions d'euros de droits audiovisuels qui explique notre augmentation totale de produits d'exploitation. Les sponsoring et la publicité, ça a énormément progressé. On fait plus 26 millions d'euros par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire pratiquement le double, et on fait même 18 millions d'euros de plus que notre record qu'on avait fait en 2019. C'est donc effectivement du côté du sponsoring, on peut trouver une petite explication de cette augmentation de nos revenus totaux, mais ça n'explique pas le tout, ça n'explique même pas, ça ne compense même pas plutôt la baisse des droits télé qu'on a vu à la slide précédente. Pour autant, il faut quand même qu'on félicite une personne, c'est Nathalie Nénon-Zimmermann, qui a négocié au cours de son mandat, qui a duré seulement 1 an, un nouveau sponsoring maillot avec un contrat qui a été prolongé avec Puma à des conditions très intéressantes jusqu'en 2028 et une prolongation du contrat avec Honnête qui dure déjà depuis 40 ans et qui reste un partenaire stratégique important pour l'Olympique de Marseille. On a aussi signé un contrat de partenariat avec Cazoo. Cazoo, ça a été un petit peu plus à double tranchant pour le club dans la mesure où la société a ensuite été mise en liquidation dans les mois qui ont suivi et il a fallu remplacer ce partenaire par CMA-CGM assez rapidement. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si c'est pour ça que Nathalie Nénon-Zimmermann a quitté le club dès la mi-2022, puisque sans doute on n'était pas satisfait partout du contrat Cazoo. S'agissant des recettes de billetterie, là on a une augmentation qui est considérable de 28 millions d'euros. Il faut dire qu'on partait de très bas. C'était l'année Covid en 2021 et on n'avait donc pratiquement pas eu de revenus de billetterie pendant la saison précédente. L'augmentation de 28 millions d'euros, il vaut mieux la comparer peut-être à une année un peu normale. On est plutôt sur du plus 8 millions d'euros par rapport aux années pré-Covid. Et ça, il faut quand même féliciter les supporters qui ont été vraiment très présents au stade. Et on peut aussi se poser la question de savoir si dans ces recettes de billetterie, il y a des recettes de billetterie, de spectacles, d'événements qui ont pu être organisés au Vélodrome dans le cadre du contrat de concession, sur lequel on reviendra plus tard, puisque depuis 2020, l'Olympique de Marseille a repris la main sur l'organisation d'événements extrasportifs au Vélodrome dans le cadre d'une renégociation du contrat de concession sur le Vélodrome avec la société Arema et la mairie de Marseille. On a une augmentation énorme aussi, alors là, des autres produits, sans beaucoup d'explications qui nous sont fournies, si ce n'est ce qu'on a pu glaner dans la presse, et là-dessus, il va falloir faire des estimations. Surtout que l'année d'avant, on venait déjà d'une augmentation quasiment de 11 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on avait quasiment doublé le montant de ces autres produits d'exploitation, et que on avait attribué ça à l'époque déjà au Covid-19. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a probablement des aides à la billetterie Covid, il y a probablement des aides et des exonérations de cotisations sociales. Dans quelle proportion, je ne sais pas exactement. Il y a probablement des paiements qui sont dus par CVC au titre de leur achat des droits télé de l'Olympique de Marseille et de toute la Ligue 1 sur une très longue durée, même pour toute la vie. La société commerciale, elle doit payer 90 millions d'euros sur 3 ans à l'OM, donc on peut supposer qu'il y a une trentaine de millions d'euros qui correspondent à ça.
et peut-être d'autres sources de revenus, peut-être pérennes, ça on n'en sait rien. En tout cas, le manque de clarté sur ces autres produits nuit beaucoup à ma capacité à réaliser des projections financières sur ce qui va se produire l'année prochaine, pour l'année 2023, pour l'année 2024 et pour l'année 2025 éventuellement, si tant est qu'on voulait s'y consacrer. On a une projection de la masse salariale qui est présentée sur les 5-6 dernières années. On peut voir que la masse salariale est à peu près stable. On a même atteint un record cette année avec un 13 millions d'euros de plus que les années précédentes. Mais en pourcentage des produits d'exploitation, ça a réduit. On était à 99% à une époque sous JHE, ce qui est totalement inadmissible. Ce qui est considéré comme une bonne gestion pour un club de foot de Ligue 1, c'est autour de 70%. 60-70%, ce serait bien. On est arrivé à 57% presque miraculeusement pour ce qui concerne l'année 2022, mais il ne faut pas trop compter dessus. Si on prend pour base les produits d'exploitation corrigés à 166,6 millions d'euros sans tenir compte de l'augmentation exceptionnelle qui est due donc aux aides Covid, au paiement par la CVC dont on a parlé précédemment, on n'aurait plus que 166,6 millions d'euros de produits d'exploitation et donc la masse salariale représenterait environ 81% de ce qui pourrait être considéré comme nos vrais produits d'exploitation, notre produit d'exploitation un peu stabilisé. 81%, ça reste toujours un peu élevé. Donc on peut s'interroger encore sur la gestion de l'Olympique de Marseille, même s'il y a du mieux. Alors, explication de la variation salariale, on va essayer sans avoir de détails précis sur les montants des salaires de chacun, d'estimer un peu comment on en est arrivé à ce point-là. Et ben, on peut regarder que déjà il y a des gros joueurs qui sont arrivés avec des gros salaires, certains en prêt, certains en transfert, on y reviendra, mais en tout cas là, en termes de salaire, on parle de salaire de titulaire à payer à peu près. On a aussi des joueurs avec des salaires un peu de catégorie intermédiaire qui sont arrivés. Et puis il y a des joueurs que j'ai pas trop comptés dans cette liste-là. Vous les voyez, ils sont pas encore encadrés du côté des arrivées, dans la mesure où c'était des joueurs qui étaient en prêt avec option d'achat, qui ont été transférés, des joueurs qui ont été recrutés puis reprêtés, des joueurs qui ont des salaires très faibles, des joueurs qui étaient en fin de prêt mais qu'on a revendus derrière, ou qu'on a reprêté derrière. Donc ces joueurs-là, ils n'ont pas influé sur la masse salariale, c'est pour ça que je ne les ai pas tellement entourés du côté des arrivées. Du côté des départs, là on a fait partir 3 titulaires, ou 3 joueurs qui avaient des salaires de titulaires, discutablement des qualités pour être titulaires, c'est un autre problème. On a aussi fait partir 3 joueurs qui avaient plutôt des salaires assez moyens. Et on a aussi quelques autres petits départs qui nous servent, des fins de prêt ou avec des joueurs qui avaient des salaires quand même conséquents, probablement au moins 2 joueurs de rotation. Des joueurs comme Jordan Amavi qui partent en prêt pour la première fois, qui ont un salaire de titulaire, mais a priori il n'y en a qu'une partie qui est prise en charge par le club qui les prend en charge. Donc j'ai compté que ça faisait à peu près un salaire de rotation économisé. On pourrait aussi compter Yuto Nagatomo dans cette catégorie-là, qui a quitté le club en fin de contrat et qui avait probablement un salaire assez moyen. Mais voilà, donc on a 8 titulaires qui sont partis. On peut estimer à peu près au doigt mouillé à une quarantaine de millions d'euros et 2 joueurs de rotation qui sont arrivés, à peu près 7 millions d'euros de salaire annuel, au doigt mouillé très largement estimé. On a du côté des départs 3 titulaires qui sont partis, peut-être 15-16 millions d'euros d'économie de salaire, et 6 joueurs de rotation, voire 7, 24, peut-être 28 millions d'euros qui ont été économisés. Ça explique une partie de la variation salariale qu'on a eue. Il y a beaucoup de mouvements, et quand on a autant de mouvements à la hausse ou à la baisse, c'est très difficile de projeter la masse salariale qui va arriver les années suivantes, et c'est aussi pour ça que pour les années 2023-24 et 24-25, où j'aurais aimé vous produire une projection financière, ça m'est impossible en fait de vous faire quelque chose qui soit pertinent et assez précis parce qu'il y a tellement de mouvements que en fait mon doigt mouillé n'est plus du tout assez suffisant pour faire quelque chose d'assez précis. Si je regarde les transferts, c'était quand même intéressant de s'y intéresser du point de vue des achats et des ventes, là plus du point de vue des salaires.
On a des informations qui nous sont données par Transfermarkt à ce sujet. Là, on peut dire que on a fait 3 gros transferts à plus de 10 millions d'euros d'achat. On a pris des joueurs en prêt avec option d'achat en ce qui concerne Pau Lopez et Cengiz Under, et 3 joueurs en prêt sans option d'achat, Guendouzi, Saliba et Harit. On a recruté des joueurs très peu chers ou presque gratuitement. Et j'ai pas compté ceux qu'on avait achetés à des tarifs à peu près moyens normaux, ou ceux qui étaient en fin de prêt, ce genre de trucs-là, je les ai pas trop comptés. En tout cas, là, on a eu quelques bons coups qui ont été faits sur des joueurs qu'on n'a vraiment pas payé cher, notamment Gigot, Bamba Dieng, Kolasinac. On pourrait parler de Targaline et de Bakambu, éventuellement savoir si c'était des bons coups, mais pour ce qui est des autres, on peut être à peu près sûr d'avoir fait des bons coups sur ces joueurs-là. En ce qui concerne les départs, là, on a une situation... En ce qui concerne les départs, on a une situation de joueurs qui sont partis à des tarifs très faibles, entre 1 et 3 millions d'euros en ce qui concerne Sakai, Lopez et Benedetto, des ventes qui ne sont pas vraiment satisfaisantes. Encore pire, on a des joueurs qui sont partis gratuitement en ce qui concerne Thauvin, Germain et Saïfeddine Raoui. On a des joueurs qui sont partis en prêt, mais à des tarifs qui n'étaient pas intéressants, dans la mesure où il faut encore qu'on prenne en charge leur salaire, c'est Amavi et Strootman. On a aussi tout un tas de joueurs qui sont en fin de contrat, en fin de carrière ou en fin de prêt, qui sont repartis dans leurs clubs initiaux. On n'a pas fait de miracle sur le marché des transferts. Maintenant, je m'intéresse un petit peu à la catégorie des autres charges d'exploitation. Là, il y a une variation des autres charges d'exploitation de 25 millions d'euros que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer. Là aussi, on manque beaucoup de précision dans la communication de la part du club. On peut penser que ça pourrait être lié à des coûts de création liés à la société commerciale. On nous a dit que ça allait coûter une fortune, ce truc-là. C'est possible que l'OM ait contribué jusqu'à 10 millions d'euros pour la création de la société commerciale. C'est possible qu'il y ait des surcoûts liés à la concession du Vélodrome ou à l'organisation d'événements hors foot. Et c'est possible qu'il y ait d'autres choses là-dedans. En tout cas, il y a une grosse partie qui est inexpliquée dans ces 25 millions d'euros d'augmentation des autres coûts d'exploitation, sachant que, comme j'en avais parlé dans une vidéo d'analyse précédente, ces coûts d'exploitation, ils sont déjà très élevés à l'OM par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres clubs. On est de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros plus cher à budget comparable que la plupart des clubs de Ligue 1 en matière de autres coûts d'exploitation. Donc il faudrait vraiment arriver à trouver une explication à pourquoi l'Olympique de Marseille dépense autant d'argent dans ses autres coûts d'exploitation et pourquoi ça a encore augmenté de 25 millions d'euros. Quand on regarde le bilan comptable, il y a quelques observations intéressantes à se faire dans les bilans comparés des années précédentes. Déjà, la première chose, c'est qu'on a une nouvelle baisse de l'actif net joueur. Vous allez me dire, ah oui, mais les immobilisations de joueurs, elles ont augmenté de 20 millions d'euros. Oui, mais il faut aussi regarder les créances sur les mutations de joueurs qui, elles, ont baissé de 20 millions d'euros et les dettes sur les mutations de joueurs qui, elles, ont augmenté de 10 millions d'euros. Donc, en net, en fait, on a perdu 10 millions d'euros d'actifs joueurs sur cette saison-là, tout en investissant quasiment 50 millions d'euros sur le marché des transferts, ce qui est un peu décevant. En matière de bilan comptable, on peut aussi regarder l'investissement de McCourt là-dedans, c'est quand même vachement important. Alors pour ça, il faut faire une analyse un petit peu précise en comptant les résultats nets, la variation de différents postes d'actifs et de passifs, de la dette financière notamment. On a vu qu'il y a 20 millions d'euros de dette financière qui est remboursée, justement. On a une augmentation, encore une fois inexpliquée, de 44 millions d'euros du montant des autres dettes. On ne sait pas à quoi ça correspond cette augmentation. En tout cas, en ce qui concerne McCourt, on peut savoir qu'il a apporté 60 millions d'euros sous la forme d'une augmentation de capital et on voit apparaître dans les comptes un nouveau compte courant d'actionnaires additionnel de 20 millions d'euros. Donc au total, ça fait un nouvel investissement d'à peu près 80 millions d'euros pour McCourt sur cette saison 2021-2022 qui s'est donc écoulée il y a un peu plus d'un an. Au niveau de la valorisation du club, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Parce que bon, ça intéresse beaucoup de gens. Alors, je vous invite déjà à
prendre ça avec des pincettes parce que c'est une analyse personnelle de 13 Pichado, ça n'a aucune valeur. Si vous essayez de vendre le club à ce prix-là en public, c'est pas dit que quelqu'un soit prêt à vous l'acheter et c'est pas dit que McCourt soit prêt à le vendre de toute façon. Donc ça vaut ce que ça vaut. Et je vous invite surtout à vous référer à la vidéo beaucoup plus précise où j'avais expliqué ça tout en détail si vous voulez. Donc vous retrouverez ça dans les vidéos historiques de la chaîne 13 Pichado, à laquelle je vous invite d'ailleurs à vous abonner ou à me laisser un pouce si vous voulez bien. En ce qui concerne la position de McCourt que j'avais évoquée dans cette vidéo-là, on est toujours sur un prix d'achat de 45 millions d'euros. Si on fait la somme de tous les investissements qu'il a fait jusqu'à présent, on arrive à peu près à 452 millions d'euros d'autres investissements, donc 497 millions d'euros, presque 500 millions d'investissements sur la durée depuis 2016-2017. Il a quand même porté ses responsabilités de ce côté-là et il fait partie des plus gros investisseurs dans le football à titre privé sur cette période-là, donc c'est quand même quelque chose d'assez responsable, d'assez respectable. Pour générer des produits d'exploitation que j'ai estimés à 166 millions d'euros en ignorant du coup les produits exceptionnels comme je vous en avais expliqué tout à l'heure et en retenant mon pourcentage de masse salariale de 81% qui me dit qu'on n'est quand même pas un club très bien géré. On suppose que la valeur du stade de l'Olympique de Marseille, donc du Vélodrome, ce serait de l'ordre de 250 millions d'euros. Là-dessus, l'Olympique de Marseille bénéficie d'une concession à des conditions très avantageuses dans la mesure où la mairie paye une partie du loyer, l'OM paye une partie du loyer et une partie des frais d'entretien, mais il y a quand même Arema qui paye les gros entretiens structurels. Donc il y a une partie de la valeur qui appartient à l'Olympique de Marseille sur ce stade. J'ai estimé ça à peu près 80%, donc une décote d'à peu près 50 millions d'euros pour ce qui concerne le fait que l'OM n'est pas vraiment propriétaire du stade. Et puis une dette nette de 50 millions d'euros positifs, c'est-à-dire qu'en gros on a plus de cash que de dette financière dans les comptes du bilan que vous aurez vu quelques pages précédentes. Donc on a au total une dette nette de moins 50 millions d'euros si vous voulez. On a donc des multiples de produits d'exploitation qui se pratiquent dans les achats-ventes de clubs de foot qui varient entre 3 et 5 à peu près, selon la vidéo, encore une fois, où vous trouverez plus de détails sur les sources de ces multiples-là. Si on utilise ces multiples-là pour valoriser l'Olympique de Marseille, on arrive au fait que l'investissement de McCourt aujourd'hui, il vaut entre 500 et 833 millions d'euros. Et donc que McCourt, il a potentiellement réalisé une plus-value de, alors si c'est 3 millions d'euros, c'est pas énorme, 336 millions d'euros si on se place à l'autre extrémité de l'échelle. En tout cas, McCourt, on ne peut pas dire qu'il ait perdu beaucoup d'argent jusqu'à présent, ce n'est pas vrai. Ce qu'on n'a pas pris en compte en plus là-dedans, j'en avais parlé dans la fameuse vidéo détaillée, c'est les potentiels avantages fiscaux dont McCourt peut bénéficier, notamment sur la fiscalité des droits de succession, dont il nous a un peu parlé en disant qu'il comptait transmettre l'Olympique de Marseille à ses enfants, ce qui était peut-être un message pour le fiscaliste américain plus que pour les supporters de l'OM. On a aussi des opportunités de business et de networking qu'il a peut-être généré à travers l'OM. On sait qu'il s'est intéressé à un moment au Parc Chano, sans succès. Malgré tout, l'opportunité de faire ce business-là, ça vaut quelque chose. Alors, contrairement à ce qu'ont annoncé certains journalistes, personnellement, je suis assez catégorique là-dessus. McCourt a investi de l'argent à l'OM, mais on ne peut pas dire qu'il ait jeté son argent par les fenêtres, ni même qu'il en ait perdu jusqu'à présent, étant donné qu'aujourd'hui, l'OM vaut à peu près le prix que McCourt a investi dedans. Donc c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Selon ses souhaits, c'est possible qu'il continue comme ça et qu'il se dise en fait, bah écoutez, l'argent que j'investis, il apporte de la valeur à l'OM, je n'en perds pas, peut-être que je pourrais en gagner encore plus tard parce qu'il y a différents arguments pour penser que la Ligue 1 pourrait être mieux valorisée en termes de droits télé, que la nouvelle formule de la Ligue des Champions, ça pourrait permettre de gagner encore plus d'argent, que la gestion de l'OM peut être encore améliorée, que McCourt croit peut-être dans le talent de Longoria pour continuer à améliorer l'équipe. Il y a beaucoup d'arguments pour dire qu'on peut continuer, sans que ce soit forcément un des arguments définitifs. Il y a aussi beaucoup d'arguments pour dire que ce soit le moment de vendre. Et pour ce qui est des finances de l'Olympique de Marseille,
Ceux qui disent que l'OM est lourdement endetté, que le déficit pose problème, des choses comme ça, vous trompent, vous mentent. Les déficits passés de l'Olympique de Marseille ont été compensés par des investissements de McCourt. Les finances du club sont plutôt saines. On perd de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros sur la saison 2023 et la saison 2024, d'après ce que nous a dit Pablo Longoria. Ça reste des montants qui sont importants, mais praticables dans le football actuel et qui n'ont rien à voir avec les dettes abyssales et les déficits abyssaux qu'on avait à l'époque de Jacques-Henri Hérault. Alors, vers quoi on s'oriente pour 2023-2025? Là, c'est totalement de la boule de cristal et je vous prie d'être patient avec moi. Je vous ai expliqué qu'il y avait des choses sur lesquelles on n'avait vraiment pas trop de vue et du coup, je ne vais pas faire des projections financières détaillées cette fois-ci. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer vers où ça semble aller, en tout cas au niveau des revenus. Sur le plan des revenus, en 2022, on avait ces 237 millions d'euros de revenus. En 2023, on peut s'attendre à avoir environ 35 millions d'euros en moins pour les aides Covid, mais on s'est qualifié pour la Ligue des Champions, donc on aurait peut-être 25 millions d'euros en plus pour les droits télé. En net, ça nous ferait à peu près 10 millions d'euros en moins. Mettons 227 millions d'euros de revenus pour l'année 2023 qui vient de s'achever, donc la saison qui vient de s'achever le 30 juin 2023. Pour ce qui est de la saison en cours, malheureusement, on a bien vu qu'on ne s'était pas qualifié pour la Ligue des Champions. Donc on peut espérer qu'en jouant la Ligue Europa, on arrive à limiter la casse, à perdre 25 millions d'euros de droits télé. Et finalement, à arriver à peu près 202 millions d'euros de revenus. Alors là-dessus, Longoria nous a expliqué qu'en termes de pertes financières, on allait réduire à 10-12 millions d'euros la perte financière. Ce qu'on peut en déduire, c'est que entre le budget de l'année dernière et le budget de cette année, Longoria, il aura trouvé une manière d'économiser les 10 ou 12 ou 13 millions d'euros de différence avec les 25 millions d'euros qu'on a perdus en droits télé. Ces 10 ou 12 millions d'euros de différence, c'est peut-être le salaire de Guendouzi, c'est peut-être l'amortissement du transfert de Guendouzi qui va nous aider à le réaliser. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il faut compenser et on a vu sur le mercato actuel que ça s'est compensé. Malgré tout, on va rester optimiste, on va espérer se qualifier pour la nouvelle formule de la Champions League qui risque de payer 35 millions d'euros de plus cette fois-ci. On aura peut-être 30 millions d'euros en moins puisque, a priori, les paiements CVC doivent s'arrêter. On avait un paiement en 2022, un paiement en 2023, un paiement en 2024, mais pas de paiement en 2025. Donc en 2025, a priori, si tout va bien, avec la qualification à la Champions League, on devrait encore une fois arriver à dépasser les 200 millions d'euros de revenus et du coup de produits hors mutation. Merci d'avoir suivi notre petite vidéo sur la chaîne 13 Speed Shadow. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions, à laisser un commentaire. Likez si vous avez aimé cette vidéo et surtout revenez nous voir pour la prochaine.